Mai 1996. Alan Sokal, mathématicien et physicien américain travaillant à l'université du Collège de Londres, envoie un curieux article à une revue académique. Cet article, intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique » et publié dans la revue Social Text, va faire couler beaucoup d'encre. Mais ça, ni Alan Sokal ni les directeurs de publication de la revue ne s'en doutent. Dans cet article, il défend l'idée que la physique théorique et les mathématiques doivent être mises au service d'un agenda politique progressiste et postmoderne. Il affirme par exemple que la physique quantique et la théorie de la gravitation quantique à boucle ont des implications progressistes et qu'elles peuvent servir de base à la consolidation d'un projet sociétal inclusif. Mais voilà, le lendemain de la publication de l'article, Alan Sokal révèle qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un canular, élaboré pour dénoncer le manque de rigueur et l'absurdité de certaines positions politiques et philosophiques. Mais comment une telle supercherie a-t-elle pu marcher ? D'autant que Sokal n'avait pas fait d'effort pour dissimuler son coup. L'article est truffé d'erreurs, de blagues, et il faisait des liens qui n'avaient aucune signification. On y apprend par exemple que la mécanique des fluides est encodée sexuellement et que la physique est sous-tendue par une idéologie sexiste. Sokal va même à plusieurs reprises jusqu'à se moquer d'une façon à peine dissimulée en encensant outre mesure des auteurs complètement hors sujet dans les thèmes scientifiques qu'il commente. Mais Sokal n'est pas simplement un petit plaisantin. Nous l'avons déjà dit, son canular avait pour but de dénoncer quelque chose qui d'après lui était en train de ravager le monde académique. Et voilà les raisons qui l'ont poussé à commettre son canular. Ce qui m'irritait, c'était ce qu'on peut appeler le relativisme cognitif, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective ni dans le monde social ni dans le monde naturel, que tout est relatif à un groupe social et que la science moderne n'est qu'une narration, un mythe, une construction sociale parmi d'autres. J'aurais pu écrire une critique directe, normale de ces tendances-là et l'article aurait fini dans un trou noir comme beaucoup d'autres articles de ce genre. Donc j'ai eu l'idée d'écrire un article pour élogier ces gens-là, pour une parodie. Et puis, j'ai pensé, pourquoi pas essayer de faire publier cette parodie dans une revue sérieuse, sans dire aux éditeurs, évidemment, qu'il s'agissait d'une parodie. Et à ma surprise, on a accepté l'article. Dénoncer le relativisme qui sévit dans certaines sphères intellectuelles. C'était ça l'objectif. Par la suite, la chose a fait grand bruit jusqu'à devenir l'affaire Sokal. Et avec un de ses amis proches, Jean Bricmont, lui aussi physicien, ils écriront un livre en 1997 pour revenir sur les implications du canular et en expliquer tous les objectifs. Sokal et Bricmont, à la suite de la parution de leur ouvrage intitulé Imposture intellectuelle, se sont retrouvés au cœur d'une tourmente médiatique où leurs opposants se livrèrent parfois aux pires bassesses. Ils nous traitent cow-boys et apothicaires, petits instits, cavaliers mal entraînés, censeurs, francophobes, désinformateurs, gendarmes, flics de la pensée, adjudants, valets de chambre, nains qui ressemblent à ces vieux adolescents qui jouent au Game Boy toute la journée. Philippe Solers dit que, dans un truc Réponse aux imbéciles, que nos vies privées méritent l'enquête. Qu'est-ce qu'ils aiment, quelles reproductions ont-ils sur leur mur, comment est leur femme, comment toutes ces belles déclarations abstraites se traduisent-elles dans la vie quotidienne et sexuelle. À vrai dire, de telles réactions ne sont pas anodines. Ce qu'on peut appeler le relativisme épistémique occupe une place très importante à la fois dans les milieux académiques, journalistiques et même dans la conscience commune. Mais en quoi consiste exactement cette forme de relativisme ? Eh bien vous le savez, l'époque moderne qui commence au XVIIIe siècle est caractérisée par l'idée selon laquelle la raison et la pensée humaine, par l'intermédiaire d'une certaine méthode, peuvent saisir le monde extérieur dans sa dimension objective. Mais au début des années 1960, cette idée devient très largement contestée par les milieux liés aux sciences sociales. C'est ce qu'on a appelé le postmodernisme, qui par opposition à la conception moderne issue des Lumières et selon laquelle l'homme peut prétendre à la vérité, considère que toute parole n'est que le produit du champ social où elle a lieu, et que la vérité est une simple construction historique et institutionnelle. Par exemple, pour certains tenants de la pensée postmoderne, la physique n'a pas à se prévaloir d'un accès à la vérité supérieure à l'astrologie, ou aux cosmogonies des croyances animiques de l'Afrique subsaharienne. Et même, dans certains milieux dits décoloniaux, qui se sont également saisis du relativisme postmoderne, la science et la raison sont avant tout conçues comme des outils d'hégémonie et de domination créés par les Européens pour asservir les peuples. D'ailleurs, dans l'excellente vidéo de Sanglier Sympa sur les dérives de l'université Evergreen,
On trouve des occurrences amusantes qui illustrent ça. Écoutez. We live racism. We don't have to study it to understand it. We live it. And the issue is you think scientific proves everything. What about all the racist scientific theories they had about black people for so long? Explain that. No. It is not your listen. You're going to listen. You asked me a question. I would like to answer. Hey, hey! Ho, ho! I said you need to stop demanding that everybody use logic and reason and white forms of knowledge to fucking prove yourself to the world. Et c'est précisément à cette forme de pensée que se sont attaqués Sokal et Bricmont, en montrant qu'elle était si peu consistante qu'elle ne parvenait même pas à différencier ceux qui la défendaient sérieusement et ceux qui l'utilisaient pour faire des canulars. D'ailleurs, des canulars du type de l'affaire Sokal, il y en a eu d'autres et réalisés dans de plus grandes proportions dans ce qu'on a appelé l'affaire Sokal au carré, où un groupe de chercheurs a réussi à faire publier des études dans des revues de sciences sociales où ils expliquaient par exemple qu'une nouvelle catégorie de culturisme pour obèses devait être créée afin que le bodybuilding ne soit pas grossophobe, ou qu'il fallait encourager les hommes à utiliser des sextoys pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Mais à vrai dire, ces canulars ponctuels, bien qu'ils soient révélateurs de certaines choses, ne doivent pas être considérés comme le fin mot de l'histoire. En fait, toutes ces parodies s'insèrent dans une discussion bien plus large qui a commencé au début des années 90 et qui continue de se prolonger jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé la guerre des sciences. D'un côté, dans la continuité de penseurs comme Lyotard, Deleuze, Derrida, Kuhn et Feyerabend, certains considèrent que la science, et particulièrement les sciences dites dures, n'ont pas à se prévaloir d'une quelconque objectivité. Les raisons qu'ils invoquent, c'est que toutes les avancées de la science peuvent être expliquées par des facteurs économiques et politiques, que la méthode scientifique n'a pas de fondement, et que l'histoire des sciences doit être considérée sous l'angle d'une méta-induction pessimiste. C'est-à-dire que toutes les théories tenues pour vraies se sont révélées fausses et remplacées par d'autres dont rien ne garantit qu'elles ne soient pas considérées comme fausses dans un futur proche. Mais surtout, le cœur de la pensée des relativistes cognitifs qui ont pris part à cette guerre, c'est l'idée que les dynamiques scientifiques sont fondamentalement liées à la structure du sujet et à la structure de la société où il se trouve, et non pas à la structure des objets que la science prétend décrire. Et cette vision, elle a débouché sur quelque chose de très important aujourd'hui qu'on appelle l'épistémologie située, qui considère que du fait que c'est la structure du sujet qui détermine son discours, alors le mieux placé pour parler de quelque chose, c'est celui qui est directement impliqué, presque corporellement, dans les questions qu'il traite. Et à la fin, ça donne l'idée très répandue aujourd'hui, selon laquelle seules les femmes peuvent parler des femmes, seuls les racisés peuvent parler de leurs problèmes, seuls les transsexuels peuvent parler de leurs conditions. Et à l'opposé de cette vision, on a des gens qui s'inscrivent dans un réalisme scientifique, qui considèrent que les dynamiques de la science ne sont pas liées aux structures du sujet et de la société uniquement, mais à la structure des éléments présents dans le monde et que la science essaie de décrire. Ces deux camps que nous venons de décrire s'affrontent dans le cadre de différentes discussions depuis une trentaine d'années. Et il faut le dire, les réalistes scientifiques ont perdu la bataille. Aujourd'hui, la science, dans le discours public et dans la conscience collective, tend à perdre de sa légitimité. Le ressentiment, le relativisme, le subjectivisme ont pris une importance considérable et ouvert la brèche à des discours complètement délirants. Yeah, I mean, I'm really uncomfortable with that language of getting to the truth again. In social life, why is that uncomfortable? Because it sounds actually deeply transphobic to me. And if you keep probing, we're going to stop the interview. If I probe about what the truth is? You keep invoking the word truth, which is condescending and rude. I'm saying to you... Ce que le faire demande aussi, c'est des sans-parts et pour les personnes trans, pas des cis qui ont fait des études de théorie sur nous. On est les mieux placés pour parler de nous. Eux, c'est juste des connards. L'androcentrisme des sciences est en partie le résultat de la non-mixité masculine de la production des sciences, qui vient s'ajouter à la pensée orientée d'une société sexiste. Donna Haraway mène une critique de la science, qui se voudrait universelle, objective, et elle nous fait comprendre que finalement, cette science ne serait que patriarcale, capitaliste, voire raciste. Donc pour elle, les savoirs ne sont pas universels, ils ne sont pas neutres ni objectifs, les savoirs sont partiels et partiaux. Et elle nous propose, en tant que chercheur, de travailler sur cette langue pour nous éloigner du langage scientifique très, encore une fois,
androcentrique ou androcentré, au choix. Voilà où nous en sommes. Et si tous ces discours sont rendus possibles, je crois que c'est en premier lieu parce que nous ne savons plus défendre la science et la raison. Nous sommes de moins en moins capables de dire de quoi elle procède et pourquoi elle valent mieux que tous les autres types de discours qui se proposent d'analyser le monde. Et là où ça relève du drame, c'est que toute notre civilisation repose sur le geste de la modernité et de la science. Tout notre confort de vie repose sur l'échafaudage technique rendu possible par la méthode scientifique. Alors que nous ne soyons plus capables de défendre les principes qui sont au fondement de notre société et qui sont nécessaires pour que celle-ci se perpétue, c'est plus que préoccupant et ça ouvre la porte à d'autres types de discours qui s'axent sur le subjectivisme et le relativisme. Mais que répondre exactement à des discours de ce type ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si la science n'est qu'une construction contingente, qui ne révèle que le sujet et la société, comment se fait-il que cette dernière soit capable de constituer des modèles prédictifs ? Car si on considère que la science n'est pas objective, alors le fait qu'elle soit capable de prédire l'évolution et l'existence de certains objets relèverait tout simplement du miracle. Et concernant la question de l'épistémologie située, on peut répondre simplement en disant que la méthode scientifique participe d'une des plus grandes universalités jamais conçues par l'homme. Et qu'il s'agisse d'une femme dans transsexuel ou d'un européen cisgenre qui mettent en évidence des faits par le biais de la méthode scientifique, ça n'a aucune importance, puisque cette dernière n'est ni genrée, ni racisée. Elle est commune à tous, réplicable par tous, et permet de déclarer des vérités acceptables par tous. Un autre point important pour le relativisme cognitif qui s'appuie souvent sur une vision structuraliste, c'est de dire que la science, du fait qu'elle est déterminée par des facteurs sociaux, ne pourrait pas prétendre à l'objectivité et à la vérité, mais qu'elle serait limitée à faire des théories qui ne sont que des réplications en termes formels du contexte social où elle a lieu. Et ce qui est vrai en partie, c'est que l'histoire des sciences n'est pas décorrélable de l'histoire tout court. Évidemment que les dynamiques qui ont lieu dans l'histoire des sciences sont liées aux dynamiques des structures sociales. Mais le problème, c'est que ceux qui disent ça ont tendance à concevoir ce rapport entre l'explication sociale d'un discours et la prétention de ce discours à l'objectivité comme un jeu à somme nulle. Autrement dit, ils pensent que plus on explique un discours par l'influence de structures sociales, moins ce discours peut légitimement prétendre à l'objectivité. Mais c'est complètement faux. Quand bien même on expliquerait uniquement la loi de l'attraction que Newton a mis en évidence par des facteurs sociaux qui auraient déterminé Newton, eh bien ça ne nous dirait rien sur la véracité de sa loi. Ou encore, ça n'est pas parce que Sadi Carnot a été déterminé par le contexte de l'industrialisation pour élaborer la thermodynamique qu'il n'est pas vrai de dire que l'énergie est conservée dans un système clos. Tout ça est absurde. Un autre élément complètement frauduleux qui sera aussi au cœur de la critique de Sokal et Bricmont, c'est l'utilisation par les postmodernes et par tout un tas de gens d'un verbiage pseudo-scientifique, extrêmement jargonneux et totalement vide de sens pour légitimer leur position et intimider le lecteur. Et là, les exemples abondent. Derrida, Lacan, Althusser, Alain Badiou, qui sont pourtant des gens qui ont une influence très importante dans les milieux académiques. Écoutez. Je ne sais quelle construction accessoire. Comment définissez-vous l'inconscient? J'ai défini l'inconscient, c'est devenu un petit bateau. Enfin, j'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage. C'est évidemment pas ici que je m'en vais me mettre à en faire le commentaire. Il est certain que c'est à partir de là que commencent les questions. Enfin, comment le fait que ces sortes d'êtres qui ce langage l'habitent, comment est-ce que ça se fait que ce serait à m'en croire, n'est-ce pas, par le véhicule du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait. Comment se fait-il que lui sont transmises des conditions aussi dramatiques, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde, et tout spécialement au niveau bien sûr, qui est celui dont il a reçu transmission de ce langage qui est celui qui lui a parlé sa mère. La question de savoir s'il y a des ensembles d'un certain type, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il dit ceci: ce qui est en jeu n'est rien moins que la fusion de l'algèbre, succession ordonnée des cardinaux, et de la topologie, excès du partitif sur l'élémentaire. Il revient avec je ne sais pas. La vérité d'hypothèse du continu ferait loi de ce que l'excès dans le multiple n'a pas d'autre assignation que l'occupation de la place vide, que l'existence de l'inexistant propre du multiple initial. What is that?
il y aurait cette filiation maintenue de la cohérence, que ce qui excède intérieurement le tout ne va pas plus loin qu'à nommer le point limite de ce tout. L'hypothèse du continu n'est pas démontrable, triomphe mathématicien de la politique sur le réalisme syndical. Alors là, ça c'est typique du Badou. La sortie de route. Cet écart donne beaucoup plus que l'ici et l'ailleurs, l'échelonnement des plans dans la vision phénoménologique, ou que le recto et le verso, dont les gestaltistes ont fait une sorte de principe, l'intérieur et l'extérieur, la figure et le fond, etc. Il donne, dit Lyotard, la discontinuité qualitative des deux espaces dans leur simultanéité. L'espace courbe, crépusculaire, évanescent, latéral, du premier contact périphérique avec quelque chose, et simultanément l'espace rectangulaire, stabilisé, constant, central, de la saisie en zone fovéale, donc l'espace de l'attention, de la vision focalisée. Alors évidemment, le monde est complexe, et c'est tout à fait naïf de penser qu'on peut le contenir entièrement dans un vocabulaire simple. Mais chez ces gens-là, et ça s'explique par la volonté de légitimer leur position, on a un recours constant à une complexité verbieuse qui ne fait suite à aucune nécessité d'ordre descriptif. Ils veulent simplement embrumer, intimider, et faire passer leur discours comme ayant un haut degré de technicité et d'abstraction, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors je crois que l'heure est venue de réaffirmer l'universalité de la science contre des gens qui, sans la connaître, voudraient limiter ses ambitions. De couper l'herbe sous le pied à ceux qui voudraient l'utiliser simplement pour légitimer leur position fumeuse. Et a priori, on pourrait croire que cette tendance n'est qu'une tempête dans un verre d'eau, que ces gens ne représentent qu'eux-mêmes et qu'ils ne font que déblatérer dans leur chambre d'écho. Mais ça n'est pas le cas. Ceux qu'on peut inclure dans la critique de Sokal font parfois partie des hautes sphères des milieux académiques dans les sciences sociales et dans la philosophie. Leurs thèses trouvent des échos, entrent dans l'inconscient collectif et s'insinuent même dans certaines tendances politiques. Alors on pourrait penser que c'est un combat d'arrière-garde de s'opposer à ça. Mais une fois de plus, notre civilisation repose sur l'héritage rationaliste des Lumières et sur le geste scientifique initié par la révolution copernicienne. Et chaque parcelle de la pensée et de la société qui renonce à ces choses, c'est une parcelle qui contient en elle les germes de la destruction de nos principes vitaux. Mais alors que faire ? Eh bien c'est très simple. Apprenons à défendre la science, reprenons goût pour elle et donnons-lui du goût en retour. Nous l'avons prise trop longtemps pour acquise, et même si le taux de parution d'articles scientifiques ne cesse d'augmenter, la science, quant à elle, semble sur le déclin dans l'inconscient collectif. Et si j'avais à donner très modestement un conseil à ceux qui écoutent, c'est d'apprendre une science en autodidacte et en amateur, de faire de l'épistémologie, car si le grand public cesse d'avoir de l'attrait pour le geste scientifique, cela va nécessairement créer des brèches pour des discours qui cherchent à s'opposer à lui. Évidemment, il ne s'agit pas de censurer qui que ce soit ou d'entrer dans une défense hystérique de la science, mais simplement d'éviter que cette si noble activité de la pensée, acquise grâce à tant d'efforts, ne soit endommagée par des gens qui ne proposent rien à lui substituer. Alors formons-nous à elle, devenons-en les défenseurs éclairés, perpétuons son héritage, et au nom de la science, merci d'avoir regardé.